Bonjour Camille. Salut Déborah. Merci de nous accueillir aujourd'hui chez Malte France, on le précise. Avant de parler de Malte et comment ça s'est constitué, ça s'est créé, moi j'ai un peu vu naître Malte parce que ça fait 15 ans que je suis entrepreneur. Est-ce que toi tu peux nous raconter comment tu es arrivé chez Malte et pourquoi tu es arrivé chez Malte? Avec plaisir. J'ai rejoint Malte il y a 1 an. Je suis actuellement directrice de la communauté de freelance en France. Pour revenir peut-être un petit peu en arrière, moi j'ai un profil au départ plutôt marketing. J'ai été pendant 8 ans dans l'industrie agroalimentaire au sein de plus grosses structures en marketing et sur des fonctions commerciales. J'ai eu l'opportunité de cofonder et de co-diriger une entreprise dans le conseil pendant 4 ans, conseil solidaire, et l'idée c'était de mettre l'expérience et l'expertise des profils seniors fin de carrière au service des TPE-PME et donc de rendre accessible en fait le conseil aux petites structures françaises. Durant cette expérience, ça m'a aussi ouvert les yeux sur le futur of work, le freelancing, l'évolution du monde du travail, et c'est pour ça que j'ai choisi de rejoindre Malte l'année dernière, bien évidemment pour tous ces sujets passionnants liés au monde du travail, au freelancing, et puis aussi peut-être pourquoi Malte. Derrière la création de Malte, il y a 10 ans, avec Vincent Huguet et Hugo Lassiège, il y a eu la volonté de créer une entreprise qui mettait vraiment le freelance au cœur de la valeur de Malte. Souvent on dit Malte a été créé par et pour des freelances, et c'est vraiment aussi pour cette raison-là que j'ai choisi de rejoindre Malte. C'est vrai que ça fait sens. Le freelance, il y a 15 ans, quand j'ai démarré, était mal vu. Maintenant, il est accompagné, il est mis en avant. Justement, Malte, on va en parler, permet justement de propulser, de vraiment accompagner le freelance. Tu as parlé de pourquoi Malte, mais Malte, c'est quoi en fait? C'est la réunion, la fusion, la rencontre de 2 entrepreneurs passionnés dans l'âme, j'imagine. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de Malte? Malte a 10 ans cette année. Malte a été créée en 2013 par 2 passionnés justement, Vincent et Hugo, et Alexandre Fréty les a rejoints en 2021 justement pour être General Manager et maintenant co-CEO et propulser aussi Malte là où est Malte aujourd'hui, donc leader européen du freelancing. L'histoire de Malte, pour revenir il y a 10 ans, c'est ce que tu évoquais toi oui. Il y a 15 ans, c'était le marché du conseil était quand même dominé par des grands acteurs du conseil, et le freelancing, il y avait beaucoup de choses qui se disaient autour du freelancing. On était freelance il y a 10 ans, pas forcément de manière choisie, parfois c'était subi. Le freelancing, la perception en tout cas des freelances et du freelancing par les entreprises était plutôt comme une option, vraiment la dernière option par rapport aux structures de conseil plus classiques. Et le marché a complètement évolué, puisqu'aujourd'hui, faire appel à des freelances, pour la plupart des structures, nous on travaille avec la quasi-totalité des entreprises du CAC 40, mais avec énormément aussi de PME, de TI, ça devient une manière de faire appel à la compétence, le CDI en étant, et faire appel à des freelances est une autre manière justement de pouvoir faire appel à des compétences de qualité externe pour accompagner, soit structurer des projets en interne, soit pouvoir faire appel justement à des compétences extérieures dont l'entreprise a besoin. Si aujourd'hui une personne, un internaute, un auditeur découvre notre échange, il se dit mais j'ai entendu parler de Malte, j'ai vu le logo passer, mais c'est quoi en gros, et pourquoi Malte, c'est pas une autre plateforme si concurrents existent? Alors Malte, c'est une marketplace de freelance. Aujourd'hui, on a 600 000 freelances en Europe. Derrière, pourquoi Malte? C'est 600 000 freelances. On propose de l'expertise de qualité pour nos clients. On a une capacité justement à sélectionner tous ces profils qui sont experts via des équipes. On a un algorithme, on a aussi des équipes humaines qui travaillent sur ce matching. C'est des tarifs qui sont encadrés, c'est très important de le dire aussi, et qui restent des tarifs accessibles pour les clients. C'est la grande valeur de Malte. Comment un freelance qui arrive sur Malte trouve sa place? Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui en 2023? Il y a plusieurs questions dans ce que tu dis. Peut-être quand on est freelance, pourquoi aussi rejoindre Malte? Souvent, derrière Malte, on a 3 propositions de valeur. La première, c'est de trouver des missions. Un freelance qui vient chez Malte, il vient pour qu'on lui trouve des missions. Donc c'est notre mission première. C'est pour ça qu'on a aussi toute une équipe. Chez Malte, on est 700 maintenant. Toute une équipe notamment commerciale qui va à la fois prospecter bien sûr des grands comptes, mais également pouvoir capitaliser sur des structures dont je parlais, ETI,
ETI, PME, etc. Donc c'est trouver des missions. La deuxième fonction, c'est d'accompagner le freelance en fait sur ce pain point qui est la gestion administrative. Souvent, c'est un grand mot derrière la gestion administrative. C'est comment s'assurer de faire les devis, de suivre ses missions, de facturer, d'être payé dans les temps, de pouvoir être assuré en assurance responsabilité civile. Et toute cette partie-là, en fait, Malte accompagne les freelances justement durant leur mission pour leur faciliter toutes ces démarches administratives. Et puis, il y a un sujet aussi qui concerne beaucoup d'indépendants, on parle beaucoup de la solitude de l'indépendant quand on se lance, quand on décide d'être freelance. Il peut y avoir justement, on peut être confronté à une forme de solitude. Et ça aussi, au cœur de Malte, quand je disais que Malte a été créé vraiment en mettant le freelance au cœur de la valeur de Malte, on a des équipes, mon équipe par exemple, qui propose différents leviers en fait, justement pour apporter de la valeur. C'est des événements, donc on a des After Malte que Malte met en place depuis 10 ans. Ce sont des moments de rencontre et des apéros entre freelance pour pouvoir justement se rencontrer, partager leur expérience, leur expertise. On propose du contenu, donc on a énormément d'articles sur les sites internet. On a des newsletters aussi pour pouvoir accompagner les freelances sur différents sujets. Il y a des sujets tels que la retraite, comment est-ce que demain on peut préparer sa retraite en tant que freelance. L'IA, on a sorti récemment un article justement là-dessus, comment capitaliser sur l'IA pour faire évoluer son métier demain, donc tous ces sujets de contenu. On a des partenaires parce qu'on sait que quand on est indépendant, on n'a pas encore en France tout à fait les mêmes avantages que quand on est salarié. Quand on dit ça, on parle de mutuelle, on parle d'assurance, on parle de... voilà, les collaborateurs salariés ont beaucoup d'avantages en France que les indépendants n'ont pas encore. Et donc Malte, au travers des partenaires qu'on négocie, permet justement d'avoir accès à ces partenaires-là. Et puis, il y a le produit, j'allais dire, j'en parlais un peu dans les suivis de mission et tout l'avantage du produit, mais c'est vraiment, on a un produit qui est au service des freelances et toute une équipe pareil derrière qui travaille justement sur cette interface produit. Comme tu le dis, quand on est freelance, on est un petit peu lâché dans le vide, on ne sait pas vraiment comment se faire accompagner. Alors, il y a 15 ans, c'était plus compliqué que ça. Maintenant, heureusement, Malte est là et même d'autres réseaux d'entraide, on va dire, réseaux physiques, je parle. Malte, c'est vraiment ça. C'est quand j'en parle à des freelances, débutants, un peu moins débutants, ils me disent c'est même un gage de qualité, c'est-à-dire qu'on l'utilise presque comme une certification. Il y a les super malteurs, ceux qui ont beaucoup de missions, qui ont une bonne réputation, disent bah voilà, je sais que je suis passé par Malte et forcément c'est un gage de confiance. Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que c'est les retours que toi tu as directement dans ton poste justement? Alors oui, ce que tu cites, c'est notre programme Super Malteur qui a été créé presque au début de Malte pour justement fidéliser nos freelances qui réalisent pas mal de missions via Malte. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'affect avec ce programme-là. Donc c'est un programme qui a 3 niveaux et quand on devient Super Malteur 1, d'ailleurs, on envoie une petite carte manuscrite aux freelances pour leur dire bah, bravo, vous avez passé le premier step. Et on a beaucoup de feedback positif là-dessus, sur le fait que justement, on garde le lien en fait et on fidélise aussi les freelances avec ce levier-là. Et ce que tu disais sur la notion aussi peut-être de certification, c'est vrai quand on a ce badge sur le produit Super Malteur 1, 2 ou 3, il y a une forme de vraie reconnaissance et souvent on a des freelances justement qui même sur LinkedIn, écrivent Super Malteur 3 et sont contents et fiers de pouvoir parler justement de cette certification. Oui, enfin, c'est pas une certification, de ce grade exactement. Reconnaissance, ça. Pardon. Ouais. Certains collaborateurs un peu développeurs parlent de gamification dans le sens où on peut aller monter des échelons. Moi, j'aime bien avoir l'envers du décor parce que 10 ans, au début, c'était pas facile. C'est comme un freelance, c'est comme un entrepreneur, quel que soit le domaine qui commence. Ça a été quoi un petit peu l'évolution? Alors toi, ça fait 1 an de mémoire que tu es arrivé, mais j'imagine que ça n'a pas été facile. Et comment fait Malte en 2023, donc 10 ans après, pour maintenir ce niveau? Parce qu'il y a de la concurrence, parce qu'il faut toujours aller alimenter, challenger un petit peu les freelances, leur apporter des réponses, parce que le freelancing évolue aussi. Alors, tu as tout à fait raison en disant le freelancing a énormément évolué, il y a beaucoup d'acteurs et puis il y a des freelances qui sont indépendants et qui font le choix aussi de ne pas forcément passer par des structures intermédiaires. Comment fait Malte? Je dois avouer que
derrière ça, et j'espère répondre pas seulement en partie à ta question, mais je pense que quand on dit souvent que le freelance est au cœur de la proposition de valeur de Malte et de la réflexion, ça veut dire que d'année en année, quand on se projette aussi dans l'année suivante, on a à cœur de réfléchir à tous les leviers 360 pour accompagner les freelances. On est très en lien avec les freelances, on a notamment mis en place cette année un advisory board freelance où on a 17 freelances au niveau européen, qui représentent les différents pays dans lesquels Malte est présent. Malte est présent d'ailleurs dans 9 pays en Europe. De pouvoir capitaliser en fait, de ne jamais être loin de nos freelances, de pouvoir les mettre au cœur de la réflexion, et on s'appuie sur cet advisory board pour justement les interroger sur l'apport de valeur, sur la stratégie de Malte demain, donc peut-être pour répondre en partie justement à ce marché qui évolue, qui a énormément évolué depuis 10 ans, et pourquoi Malte a toujours pleinement sa place, et comment est-ce qu'on fait pour justement être agile face à ces évolutions du marché. J'allais dire, on met toujours le freelance au cœur de nos réflexions pour avancer demain. Il y a une évolution quand même énorme. Moi, j'en fais partie du freelancing. On parlait tout à l'heure de la vision de oui, le freelance avant, c'était un peu mal vu. C'était les personnes un peu en marge de la société qui ne trouvaient pas trop leur place dans une entreprise ou qui avaient un peu la flemme, qui restaient chez eux en jogging pour dire qu'ils ne voulaient pas se construire. Maintenant, l'image a complètement changé. Tu dis que Malte met en place des webinaires, aussi des rencontres. Ça, c'est possible. Le freelance évolue très souvent vers un format agence, alors sa propre agence. Est-ce que tu peux nous raconter un peu des histoires de malteurs, de super malteurs qui ont évolué? Est-ce que tu as des cas un petit peu à nous raconter comme ça qui nous viennent, qui pourraient faire sens? Alors c'est vrai que souvent on parle de freelance et agence, même si c'est quand même assez différent. Derrière la notion d'agence, ça ne concerne pas la totalité aussi des compétences. C'est souvent plutôt marketing, communication, etc. Mais ça ne couvre pas le 360 des compétences. Et puis le besoin quand même freelance et agence est assez différent. Je fais appel à un freelance parce que j'ai besoin dans mon entreprise soit d'une expertise métier que je n'ai pas forcément, soit d'un chef de projet pour coordonner quelque chose qui a été entamé en interne, soit un manager de transition pour suppléer un poste vacant. Quand on fait appel à une agence, on est plutôt sur un projet qu'on souhaite totalement externaliser et donc faire appel à une structure qui va pouvoir couvrir la totalité du projet en externe. Et peut-être deux, trois aussi informations complémentaires sur freelance, agence. Je pense que derrière aussi, même si le besoin initial n'est pas le même, derrière le freelancing, c'est un panel d'expertise qui est beaucoup plus large. C'est des coûts aussi qui ne sont pas les mêmes. Hein. On connaît, on fait appel à un freelance, on sait que c'est un TJM fois une durée. Quand on fait appel à une agence, on sait que les coûts aussi sont valorisés, puisque la démarche n'est pas tout à fait la même. Puis il y a ce côté agilité et rapidité aussi quand on fait appel à un freelance, puisqu'on travaille directement en interne. Les opérationnels travaillent directement avec un freelance et quand on est en agence, l'approche n'est pas la même du coup et la temporalité n'est pas tout à fait la même. Tu parlais de cas et d'exemples plus concrets de freelance qui auraient eu leur agence. C'est vrai que chez Malte, on voit aussi qu'on a... On en parlait des freelances qui ont été freelance chez Malte, qui ont pu créer leur agence et puis reviennent aussi chez Malte. On peut en reparler, derrière le freelancing, c'est pas une donnée unique. Hein. Quand on est freelance, en fait, on est entrepreneur et on peut créer une société et revenir freelance aussi. Exactement, c'est aussi... c'est exactement ça. Donc oui, bien sûr qu'on a des exemples sur des fonctions... marketing, de communication, de profils qui ont fait ce choix d'évoluer vers des structures et de revenir, d'autres qui ne sont pas forcément revenus. Je ne mettrais pas en opposition en tout cas freelancing et agence, c'est vraiment deux approches de propositions de valeur assez complémentaires pour le coup. Moi, ça me fait sens parce que j'ai démarré freelance et il n'y avait pas Malte, donc je n'avais pas la chance de profiter justement de tout ce pack d'accompagnement et de visibilité. Mais aujourd'hui, je suis un format agence, mais de collectif de freelance. Donc, c'est ça aussi qui m'a intéressée au-delà de l'histoire de Malte, d'où notre rencontre aujourd'hui, c'est qu'effectivement, tous mes collaborateurs, je les ai trouvés sur Malte. Donc j'ai regardé les profils, j'ai analysé, je les ai testés sur des expériences pour voir si ça répondait, parce que en fait, souvent on se présente sous un profil très technique, très com, et en fait on peut aussi avec le recul déceler des freelancers qui avaient une autre facette, une autre qualité, une autre valeur ajoutée, donc ça c'est intéressant d'apporter aussi. Donc c'est ça qui me faisait sens, c'est que même si on est sur un format agence, bah oui, il y a des freelances derrière, et souvent il y a des salariés qui ont aussi leur micro-entreprise à côté. Donc tout fait sens, tout est greffé et c'est ça qui est intéressant.
Les objectifs de Malte à 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans, et alors on n'est pas là pour faire de la voyance, pour savoir ce qui va se passer, mais c'est quoi vraiment la roadmap, un peu la vision de Malte dans les prochaines années? Alors j'ai évoqué quelques chiffres là donc on est actuellement leader en Europe. Peut-être à court terme, c'est de consolider cette position de leader en Europe et sur nos gros marchés que sont la France, l'Allemagne, l'Espagne, de pouvoir consolider cette place, de pouvoir être perçu comme un outil aussi par les DRH. Vincent Huguet en parle souvent. Je pense que quand ils se sont lancés il y a 10 ans, ils se disaient le persona DRH, ça sera le persona clé et c'est avec eux qu'ils vont énormément travailler. Ils se sont rendus compte qu'en 10 ans, en fait, oui, bien sûr, le DRH est un persona clé, mais les opérationnels, les achats sont des interlocuteurs avec qui on travaille énormément. Et donc, je dirais peut-être à court terme aussi, qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a envie que les DRH nous considèrent vraiment comme l'outil du freelancing. On a aussi des sujets sur le fait d'être mieux intégrés chez nos clients avec leurs ERP et de pouvoir que notre outil Malte puisse avoir de meilleures synergies avec les outils de nos clients. Donc ça, c'est tous les enjeux, j'allais dire, assez court-termistes pour consolider cette position de leader. Et puis, si on va un peu plus loin et qu'on se dit à moyen terme où est-ce qu'on voudrait être, on parle d'Europe, forcément, il y a aussi de l'autre côté de l'Atlantique beaucoup de choses qui se passent. Et donc, je pense que certainement, Malte arrivera aux États-Unis, qui est un marché très porteur pour le freelancing aussi. Le freelancing a démarré bien plus tôt que chez nous aux États-Unis. D'ailleurs, le format agence de collectif, je me suis inspirée des États-Unis parce qu'effectivement, c'était logique. Moi, je me torture un peu le cerveau. Je me disais, bon, il faut que j'ai mi-freelance, mi-salarié, etc. Et c'est vrai que très souvent, les impulsions, même dans la com, dans le marketing, on s'inspire des États-Unis. Donc oui, Malte, c'est pas que en France, c'est aussi ailleurs dans le monde. L'idéal, ça serait d'avoir alors peut-être c'est déjà le cas, mais d'un pôle dans chaque pays, c'est peut-être le cas, je ne sais pas. Alors c'est comme ça qu'on est structuré chez Malte, en effet. Il y a des fonctions qui sont globales, qui permettent justement de couvrir, soit sur des fonctions finance, RH, etc., les besoins sur la totalité des pays. Et puis on a des structures en local. Moi, je fais partie de la structure France, mais on a, j'ai cité l'Allemagne, l'Espagne, les Pays-Bas, l'Angleterre, notamment, des structures en local qui permettent justement d'avoir plus de proximité en frontline avec les clients et les freelances, justement en local. Là, tu es un peu la porte-parole aujourd'hui. On pourrait avoir les fondateurs pour nous donner un peu leur idée, leur vision. Si tu avais un entrepreneur, un freelance qui se lance, qui découvre Malte, tu donnerais quoi comme conseil aujourd'hui pour se lancer? Un entrepreneur qui se lance, c'est une bonne question. Question difficile. À un entrepreneur qui se lance, je lui dirais surtout de partager son idée au départ. On a souvent tendance à garder ses propres idées, à avoir peur d'être copié, mais c'est justement en parlant qu'en fait l'idée évolue et qu'elle est confrontée à son propre marché. Donc c'est surtout de pouvoir en parler, surtout d'être entouré. Quand on est entrepreneur, même si on peut parfois lancer une idée à 2 ou à 3, c'est très important de pouvoir être entouré. Il y a énormément de structures en France qui permettent de s'entourer, des incubateurs, des accélérateurs. On citait d'autres structures institutionnelles, la BPI. Donc c'est vraiment de pouvoir être entouré. Et puis de pouvoir mettre la proposition de valeur au cœur de la création de structure, c'est-à-dire d'assez vite arriver à toucher son modèle, donc générer ses premiers euros. Ça paraît sûrement bête de dire ça. Parfois, quand on lance son entreprise, on a tendance à essayer de penser à l'offre, le nom, le marketing, toute cette partie-là autour, mais de se lancer assez vite, de toucher du très concret, de quelle est sa proposition de valeur pour quel client. Donc c'est peut-être mes 3 conseils, en parler, surtout être entouré et puis aller se confronter rapidement en fait, à son offre de valeur et à son marché. Oui, parce que souvent, ça m'est arrivé moi-même, c'est ce qu'on discutait en off, c'est que tu es formé, tu es formaté d'une certaine manière par tes études ou ton boulot passé par exemple. Et en fait, quand tu arrives sur le terrain, c'est jamais vraiment un peu ce qui se passe, quoi. On a toujours un peu des bonnes surprises, c'est un peu ça. On a parlé de la vision de Malte. Si j'avais eu la chance, mais comme je disais, tu es un peu porte-parole, peut-être que tu pourras nous répondre. S'il n'y avait pas eu Malte, si les fondateurs n'avaient pas fait Malte, ou si aujourd'hui il n'y avait pas Malte sur le marché, tu penses qu'il y aurait autre chose? Comment feraient les freelances? Une question un peu hypothétique.
C'est une très bonne question, surtout que Malte a été assez précurseur il y a 10 ans déjà, hein, et que certaines autres structures assez différentes sont arrivées aussi sur le marché. Je dirais forcément, hein, je dirais qu'il manquerait vraiment cet interlocuteur-là. S'il n'y avait pas eu Malte, je ne sais pas si quelqu'un d'autre aurait créé Malte, mais en tout cas, il y a besoin d'intermédiaires pour pouvoir vraiment accompagner, faciliter la vie des freelances, leur trouver des missions. On a un sujet dont on n'a pas forcément parlé, mais qui est la clé quand on est freelance, c'est d'avoir des clients. On a certains freelances qui ont du réseau, mais beaucoup de freelance, et surtout la première fois qu'on devient freelance, on ne sait pas comment prospecter. Et puis quand on n'est pas commercial. Exactement, on n'est pas commercial. On a une ou plusieurs compétences, une ou plusieurs expertises, mais savoir se vendre et trouver des clients, c'est une autre compétence. Et donc c'est aussi la valeur des structures intermédiaires, et notamment de Malte, de pouvoir aider justement et proposer aux freelances de trouver des clients. Donc à ta question, si Malte n'existait pas, comment le marché serait aujourd'hui? C'est très dur et je vais volontairement pas répondre. Je répondrai juste à l'inverse, que heureusement que des structures comme Malte existent justement pour pouvoir accompagner cette montée du freelancing, et on n'en est que, là on parle de 10 ans, de 15 ans d'un historique, mais regardons devant nous aussi sur le potentiel du freelancing en fait dans 20 ou 30 ans, et le rééquilibrage presque entre justement les collaborateurs salariés et les collaborateurs freelance. Demain, un DRH va devoir du coup dans sa réflexion en fait de ressources internes, prendre en compte justement les collaborateurs salariés et les collaborateurs freelance. Il y a certaines structures, certains groupes qui sont plus avancés que d'autres d'ailleurs dans cette réflexion avec qui on travaille. Mais en tout cas, ça sera de réfléchir vraiment compétences et besoins d'entreprise avant de réfléchir justement salariat versus freelancing. Qui d'ailleurs ne s'oppose pas du tout, mais non, c'est encore une fois très complémentaire. Ouais. J'allais justement te parler ces sortes d'opposition, ce tabou, on pourrait dire, qui n'est plus un tabou maintenant. Il y a des agences, des structures, des grosses entreprises qui ont des salariés fixes en tronc commun, avec des freelances qui viennent se rajouter. Évidemment, il y a toujours l'image du freelance qui est peut-être moins compétent, avec moins cher, qui est faux maintenant, mais versus le freelance qui est souple et qui est multicasquette et du coup multipotentiel, j'ai envie de dire. Et c'est surtout cette image qui a évolué, moi je le vois bien en 15 ans, c'est que ça a pris une image positive, ça a redoré l'image, parce que souvent les gens ne veulent plus des agences, dans le sens c'est figé, c'est trop cher, c'est pas souple, on sait que le vendredi à 18h il n'y a plus personne à l'agence et le freelance va nous répondre. C'est pour ça que moi j'ai vraiment ce côté hybride de dire bah si on a une équipe de freelance qui est sous forme d'une agence, où chacun a bien son poste, mais chacun peut muter aussi s'il y a besoin. On voit, hein, on a la technique, on fait l'interview, on n'est pas vidéaste. Il y a des vidéastes qui sont en province chez nous, mais il y a aussi, tu peux être vidéaste pendant un temps alors que tu étais web designer, et c'est tout à fait possible. Et je trouve que c'est ça qui est chouette, et de se dire, bah, on ne reste pas dans un produit figé, et puis la place aussi de l'entrepreneuriat, du freelance féminin a évolué aussi, parce que c'était plus compliqué. Complètement. C'est plus compliqué. D'ailleurs, le ratio chez Malte, 50-50, il y a plus de femmes, d'hommes, c'est quoi dans notre catégorie de freelance? Oui. Alors, c'est des sujets sur lesquels on ne peut pas vraiment communiquer parce qu'on touche à des sujets. Mais je dois avouer ce qu'on peut dire en tout cas, c'est qu'on a de plus en plus de femmes qui s'inscrivent, et je te rejoins complètement sur exactement, sur le fait que les lignes bougent, et heureusement. Avant de terminer notre échange, j'ai toujours une question. Alors, j'aurais normalement dû les poser au fondateur, mais tu peux y répondre, et surtout ta place. C'est si aujourd'hui, tu vois la petite Camille en face de toi et elle te dit mais vraiment, qu'est-ce qui va se passer dans 20 ans, dans 15 ans, dans 10 ans? Tu lui dirais quoi aujourd'hui? Qu'est-ce que je dirais aujourd'hui? Alors peut-être revenir sur, je pense qu'encore une fois, moi petite, c'était moi il y a 10 ou 15 ans. Il y a 10 ou 15 ans, on avait une vie professionnelle, un métier, et souvent, un métier c'est une caricature, hein, mais un métier dans une entreprise. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, avec énormément de choses, le contexte économique, les mœurs qui évoluent, la vision, le rapport au travail, les différentes générations qui arrivent aussi, il y a ce côté assez passionnant quand on le peut, encore une fois, hein, mais d'accepter que la vie professionnelle qui dure plus de 40 ans n'est pas forcément une vie unique, c'est-à-dire unique en termes de compétences, une vie unique en termes de métier, mais que la vie professionnelle peut être
un florilège d'aventures professionnelles avec différents métiers, différentes entreprises ou différentes manières en tout cas d'exercer son travail, freelancing, salarié. Et c'est plutôt cette richesse de regarder en fait, d'avoir une vision en tout cas sur le travail avec ouverture et agilité par rapport à peut-être il y a une quinzaine d'années un parcours qui aurait été plus unique et normé. Donc tu lui dirais ça? Je dirais ça, avec une vision plutôt positive. Un dernier mot sur Malte aux internautes qui nous découvriraient, qui resteraient jusqu'à la fin de l'entretien, parce que des fois ça peut être long, mais qui nous écouteraient en format aussi podcast audio. Ce que je dirais peut-être sur le mot de la fin, ça rejoint ta question précédente sur la vision du monde du travail, mais c'est vraiment d'oser se lancer et qu'on a tous des compétences, tous une expertise, et de faire justement d'oser se lancer via des structures bien sûr comme Malte, mais pas forcément, et de se dire que de remettre en fait souvent l'expertise métier, ses propres compétences, de prendre du recul, de s'analyser et vraiment de mettre sa propre compétence voilà, au service du monde du travail d'aujourd'hui qui est assez large, qui a énormément de besoins. Et donc c'est plutôt un message très positif en tout cas là-dessus. Merci pour cet échange, tous les bons conseils, l'histoire de Malte, ton implication aussi, parce que ton histoire fait que tu arrives aussi dans une structure, mais tu apportes ton expertise, mais aussi ton histoire, c'est important. Peut-être une prochaine interview, pourquoi pas. Avec grand plaisir. Et puis nous, on se retrouve bientôt dans un prochain échange avec un entrepreneur, une entreprise, une start-up ou simplement un concept innovant en 2023. Merci Déborah.